Alors, la revue de processus relookée. Donc, simplement, ce qu'on va essayer de voir un peu en termes d'introduction. L'idée, là, c'est d'essayer d'avoir une approche un peu disruptive, c'est-à-dire de changer vraiment l'approche qui est réalisée au sein de vos propres revues de processus. Donc, ce petit schéma, c'est juste une introduction un petit peu générale. Hein. Traditionnellement, on a tous tendance, et notamment dans le domaine de la qualité, d'être très fort dans ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc l'amélioration continue fait partie de l'ADN de la qualité, mais dans cette amélioration, il y a deux types d'amélioration. Il y a une amélioration qui est incrémentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi j'aime bien simplifier les choses. Ça veut dire je regarde ce que j'ai fait l'année dernière et puis j'essaye d'améliorer un petit peu ce que j'ai fait sur la base de mon existence pour toujours plus m'améliorer. Donc c'est vraiment dans un esprit Kaizen. Ça c'est très bien, je critique pas. C'est un système qui existe et qui est très intéressant. Donc voilà, donc l'idée c'est de dire chaque année peut-être vos revues de processus, vous les prenez, vous les améliorez, vous enlevez un petit peu un truc, vous rajoutez peut-être un petit peu autre chose, mais voilà, c'est une technique d'amélioration incrémentale. Là, l'idée c'est d'essayer de vous proposer des choses qui soient un peu plus disruptives. Donc là, c'est d'aller chercher un peu plus d'innovation et d'aller chercher un petit peu plus de rupture. Donc dès qu'on parle d'innovation, il va falloir sortir de sa zone de confort parce que quand on est dans une logique d'amélioration incrémentale, on ne change pas fondamentalement les choses. Quand on essaye d'innover, voilà, il y a toujours une petite prise de risque. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est juste repositionner cette réunion de revue de processus. Moi, j'aime bien faire l'analogie avec une opération montgolfière, c'est de dire je sors de mon quotidien pour prendre un peu de hauteur et regarder travailler, regarder comment fonctionne mon process. Donc, cette notion de je sors de mon quotidien est importante. On le verra, c'est important aussi sur le rythme. On ne peut pas faire des revues de processus tous les mois ou tous les trimestres. C'est des fréquences très courte et trop courte pour sortir de son quotidien. Donc, en ce sens, la revue de processus, ce n'est pas une revue de pilotage opérationnel, je suis dans les manettes, hein, mais c'est vraiment une revue qui permet de prendre de la hauteur pour se regarder travailler. Donc ça, c'est vraiment un point important. Le deuxième point important qui est écrit sur le support, c'est le fait qu'elle n'est pas obligatoire. Donc ça, vous pouvez aller chercher dans la norme, hein, vous pouvez y passer pas mal de temps. Donc, ce n'est pas une démarche obligatoire. Donc, la vraie question, vraiment ça c'est le point essentiel, c'est de se dire pourquoi je fais des revues de processus. Est-ce que ces revues de processus m'apportent une réelle valeur ajoutée? Donc là, je m'inspire vraiment du Lean en disant je fais des choses qui apportent une réelle valeur ajoutée. Si ça n'apporte pas de valeur ajoutée, je ne fais pas les choses parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans certaines organisations, on voit qu'on fait des revues de processus, et je vous donnerai des exemples un peu plus tard, mais plus par habitude que par nécessité ou par apport de valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de dire si je fais une revue de processus, si j'ai intégré ça, c'est que c'est une démarche volontaire qui apporte de la valeur ajoutée à mon organisation. Si jamais ça n'apporte pas de valeur ajoutée dans mon organisation, il faut vraiment se poser la question de poursuivre ou pas ces revues de processus, puisque la norme ne l'exige pas. Voilà. J'en profite pour vous dire que si vous avez des petites questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la conversation. Je ferai un petit tour à des moments clés de cette présentation. Voilà. Donc, opération montgolfière, et ce n'est pas obligatoire. Donc, si je le fais, c'est que ça nous aide à progresser. Alors ensuite, dans ces revues de processus, une question à se poser, c'est une réflexion c'est la notion de performance. Ça veut dire que lorsqu'on fait une revue de processus, on est dans une logique de performance, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vraiment de se prononcer sur la signification du terme performance. Il y a quelques années, il y a, je dirais une vingtaine d'années, que la performance, on traduisait ça par le QCD, hein, qualité, coût, délai, et c'est vraiment ce qui avait une logique de produire des résultats. Aujourd'hui, la performance, il suffit plus de respecter ce fameux QCD de l'époque, mais il faut intégrer de nouvelles composantes. C'est-à-dire que la performance peut être étendue, notamment en impliquant des réflexions environnementales, sociales, sociétales, etc. Donc ça, quand on fait une revue de processus, c'est de dire, quand je fais une revue de la performance, ça veut dire quoi la performance? Donc ça, c'est pas que théorique ce que je dis, parce que si on fait qu'une revue QCD,
D'accord, qualité coût délai, on est plutôt dans une approche satisfaction client, performance interne, donc je dirais en schématisant sur de la 9001. Mais si vous dites mon processus, il est performant à partir du moment où je fais du QCD, c'est une approche que vous pouvez avoir. Mais aujourd'hui, cette performance, elle est beaucoup plus globale. C'est-à-dire que je peux faire du QCD dans mon process, mais c'est pas suffisant si j'ai pas intégré des notions, si j'ai pas pris en compte l'environnement, euh, des impacts sociaux, voire sociétaux. D'accord? Donc, il est vraiment important, et moi j'ai eu l'occasion vraiment de travailler sur ce terme de performance. Ça veut dire quoi? Être performant aujourd'hui. Ça veut dire quoi? D'avoir un processus performance aujourd'hui. C'est dire c'est un processus qui produit du QCD, qualité coût délai. Je ne regarde pas à côté, mes impacts environnementaux, sociaux, tout ça, ça ne me regarde pas. Je suis performant si je suis QCD. Ou est-ce que j'ai une approche étendue? D'accord? Donc ça va dépendre de votre système de management. Est-ce que vous avez qu'un système de management qualité, un système de management un peu plus intégré avec les autres normes, voire un système de management de la performance globale? Parce que ça, c'est le terme qui est de plus en plus utilisé, c'est-à-dire que c'est vraiment une performance qui intègre toutes les composantes que je viens de citer. Voilà. Donc ça, quand on emploie le terme aujourd'hui performance, il est important de définir ce que ça veut dire d'être performance pour une organisation ou pour un processus. Voilà. Alors, 7 petits conseils pratiques pour avoir un positionnement stratégique de vos revues de processus. Premier conseil pratique, bah, c'est que le pilote, vous ne pourrez pas faire des revues de processus à forte valeur ajoutée si vos pilotes de processus ne sont pas embarqués dans le dispositif. D'accord? Donc, c'est vraiment lui qui est le garant, c'est de sa responsabilité. Si je pense que là, dans le public ou dans l'Assemblée, il y a essentiellement des responsables qualité, QSE ou RSE. Ce n'est pas vous qui êtes garant du fonctionnement. Vous êtes juste un contributeur, vous apportez des outils, des méthodes, un schéma, mais celui qui est garant du fonctionnement et de l'efficacité de la performance du process, c'est le pilote. Donc pour ça, il faut vraiment qu'il soit embarqué dans le dispositif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout faire à sa place. Parce que tout faire à sa place, on croit qu'on lui rend service, mais en réalité, on lui vole un peu sa réflexion intellectuelle sur la performance de son process. Donc, c'est lui qui doit être vraiment le garant. Donc ça, il faut vraiment faire monter en puissance et en compétence ses pilotes. Il n'y aura pas de revue de processus à forte valeur ajoutée sans engagement total des pilotes de processus. Tout dispositif, toute réflexion à côté de ça va à l'encontre de ce principe même. Deuxième principe, la revue de processus doit être représentative de sa portée et de son périmètre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une assemblée qui soit représentative dans ces revues de processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que encore sur le terrain, je rencontre des entreprises qui font un tête-à-tête sur la revue de processus entre le responsable qualité et le pilote de processus. Sincèrement, la valeur ajoutée de ça me paraît vraiment très faible, très scolaire même, dans le sens où toi, pilote, tu me rends compte de ce que tu as fait comme si tu me donnais ta copie, je te mets des bons points ou je t'aide là-dessus. Donc, cette opération montgolfière entre le responsable qualité QSE et le pilote en tête à tête, sincèrement, moi, je n'y crois pas. L'idée, c'est plus à faire une revue processus collégial en ayant le maximum de représentants du processus. Voilà. Donc, si je devais donner un nom, moi, je dirais 7, 8 personnes en fonction de la taille de l'entreprise. C'est un point, ça peut être une, une assemblée cible qui peut être visée. Sur la fréquence, donc ça j'ai commencé à le dire. Alors dès qu'on parle fréquence, je ne sais pas pourquoi, mais on a tous tendance à vouloir faire plein de choses tout le temps, etc. Comme s'il y avait un besoin de ce rythme ou de cette temporalité. La revue de processus annuelle, se poser la question une fois par an de faire cette opération montgolfière me paraît, en tous les cas, la bonne fréquence appropriée. D'accord? Si vous faites des revues de processus tous les trimestres, ça existe, hein, j'en vois encore.
Posez-vous vraiment la question, est-ce que c'est des revues de processus que vous faites ou plutôt des revues de pilotage? C'est pas la même chose. Pilotage, je suis avec les manettes et je suis dans les manettes. Revue de processus, c'est je regarde comment notre process fonctionne, donc je prends de la hauteur. Donc une fois par an, sincèrement, c'est une temporalité qui me paraît intéressante. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire sous forme de campagne, c'est de dire bah, toutes les revues de processus, je les fais au mois de janvier de chaque année ou janvier-février ou sur un trimestre. Et ceci, un point qui est important, c'est très souvent à faire avant la revue de direction. C'est-à-dire que la temporalité doit être basée sur la période de votre revue de direction. Pourquoi? Parce qu'on le verra un peu plus loin, parce que les données de sortie de vos revues de processus doivent alimenter les revues d'entrée de votre revue de direction. Donc, il doit y avoir une relation directe entre les deux. Voilà. Et éventuellement, vous pouvez prévoir une revue de processus, j'allais dire intermédiaire, mais qui n'aura pas du tout le même ordre du jour que la revue de processus montgolfière, opération montgolfière, hein. Celle qui est intermédiaire, c'est de dire, bah, écoute, on s'est vu lors de la revue de processus, on s'est fait un beau plan d'action, on en est où par rapport à ce plan d'action? Voilà, donc on ne refait pas toute l'opération montgolfière, on fait juste un suivi des plans d'action. Autre point qui me paraît important, c'est l'ordre du jour. Alors, sincèrement, il va falloir faire un peu des ordres du jour de revue de processus qui soient un peu plus sexy, un peu plus attractifs que des ordres du jour avec tous les points très techniques qui sont abordés. Donc là, faites preuve d'empathie, c'est-à-dire mettez vous à la place de celui qui reçoit l'ordre du jour. Donc, si vous recevez un truc côté gauche, sincèrement, ça ne fait pas rêver et ça ne va pas emballer les foules de venir à votre revue de processus. D'accord? Moi, je vous propose un ordre du jour en 3 points. Souvenez-vous, c'était les dernières, donc on s'était dit quoi les dernières? Deuxième point, ça on le verra un peu plus en détail, on analyse et on fait une revue de notre processus selon ces 4 items et de quoi sera fait demain avec quels sont les enjeux et les actions prioritaires. Donc, ça peut être revu, ça peut être discuté, etc. Mais faites des trucs qui soient attractifs, faites pas des trucs qui fassent peur. Ce que je vous donne à gauche, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, malheureusement, c'est un copier-coller de ce que j'ai déjà vu sur le terrain. Donc, faites pas des trucs qui font fuir déjà tous les gens en disant je dois aller à ce type de réunion en 12 points. C'est énorme, 12 points. OK? Donc, faites preuve d'empathie et faites des ordres du jour qui soient attractifs. Trop de préparation tue la préparation. Donc, ça aussi, c'est un autre point. Il faut préparer. Donc, ça, avant, il faut faire un point sur les indicateurs, les résultats, etc. Mais ne faites pas toute la revue avant, c'est-à-dire n'arrivez pas avec déjà toutes les solutions clés en main qui ont été faites, qui ont été vues avec le pilote. Sinon, votre revue de processus, ça ne vient pas une revue de coproduction, mais ça vient une revue d'information. Vous dites, bah voilà tout ce qui a été fait. Exemple concret, faut-il faire si vous faites des SWOT avant, avec le pilote qui a complété, et puis les gens qui sont autour de la salle regardent ça en disant oui, 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 c'est bien ça, ou est-ce qu'on se part avec les gens dans l'assemblée pour faire son SWOT tous ensemble? Et comme ça, on ne fait pas venir les gens que pour écouter, on fait venir les gens aussi pour contribuer. Le terme et le verbe important, c'est pas écouter, venez écouter la bonne parole du processus, mais venez contribuer là-dessus et donnez-nous aussi votre point de vue. Si vous faites votre SWOT tout seul avec le pilote, c'est une vue un peu souvent restrictive, ou moi j'aime bien dire étriquée de la vraie vie. Parce que si vous faites une revue, un SWOT collectif, bah là, les gens, tout le monde va donner un peu son point de vue. Et ça sera aussi intéressant. Ça va permettre aux gens de ne pas être là uniquement pour écouter, mais pour contribuer. Donc préparer, oui, ça c'est important, mais pas trop préparer parce que trop de préparation tue la préparation. Trop d'informations tue la formation. Alors là, je ne me suis pas sur mon slogan trop embêté, mais souvent on peut trouver ce que je vous ai trouvé ici, des endroits très analytiques. Alors ça dépend aussi des cultures d'entreprise, mais il y a certaines entreprises où la culture est sur l'analytique et on note tout et on veut tout voir. Donc, comment voulez-vous voir, par exemple, des indicateurs avec mois par mois sur une revue qui est annuelle? Vous n'allez pas dire, bah, tiens, je veux voir ce qui s'est passé en juillet de telle année. Ce n'est pas le lieu et ce n'est pas la place. Donc, la revue de processus, c'est une revue annuelle
dans les préconisations que je vous fais. Donc, il faut prévoir des outils et des présentations qui soient en phase avec ça. N'allez pas me faire un truc tous les mois parce que c'est pas le lieu, c'est pas le moment de voir tous ces points de détail. Donc, ça, aujourd'hui, c'est une vraie qualité. La vraie qualité, c'est d'être en mesure d'aller à l'essentiel. D'accord? Donc, faites attention au risque d'infobésité lors de vos revues de processus. Vous allez les noyer sous l'information. OK? Point important lors des revues de processus, n'allez pas passer tout votre temps sur le passé. Ça aussi, c'est important. On a tendance à s'éterniser dans cette zone-là. On aime parler du passé. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais prévoyez du temps pour le présent et surtout pour l'avenir. Ça, c'est important. N'allez pas passer votre 2 heures qui vous sont accordées, 2h30, sur la partie passée. Laissez-vous du temps sur l'avenir. D'accord? On ne passe jamais assez de temps pour consolider, se mettre en beau plan d'action, d'avoir pris des bonnes décisions. Côté avenir, on passe son temps à passer sur le passé. D'accord? Donc, laissez-vous du temps hein, pour aller du côté de l'avenir, pour parler de l'avenir. Alors, l'avenir, c'est quoi? Nous, l'année prochaine, au niveau de notre process, voilà, on a un projet phare qu'on veut mener, on n'en a pas 50. Soyez aussi, sachez vous limiter. Ça sert à rien de vous dire j'ai 50 projets sur mon nom. On en a un projet phare qu'on doit réussir, c'est le projet Intel. Voilà. Et derrière, on le verra, vous pouvez aussi avoir un plan d'action avec des choses très concrètes à mettre en œuvre, mais challenger vos actions en disant oui, ça c'est vraiment important, ça va nous apporter de la valeur ajoutée. Donc, gardez du temps sur l'avenir. Et ça, je vous l'ai dit, hein, la revue de processus, les données d'entrée de la revue de direction, eh ben, doivent aller chercher leurs éléments dans les données de sortie de la revue de processus. Alors, là, j'étais sur des principes un peu généraux en termes de positionnement stratégique. Maintenant, on va regarder un peu plus des éléments sur des conseils beaucoup plus pratico-pratiques, plus opérationnels sur des façons de faire. Alors, il y a beaucoup de formes dans ce que je vais vous présenter aussi, mais la forme est importante. Hein, l'idée, c'est pas de noyer l'information, il faut rendre l'information claire, précise, attractive, synthétique et tout ça, c'est important parce que plus ce que vous allez présenter est visuel, plus ce seront des outils d'aide à la décision. Si vous présentez des choses énormes parce que vous voulez tout voir, vous n'acceptez pas que quelque chose ne soit pas pris en compte, et ben vous allez noyer les gens sous l'information et vous allez vous noyer hein, un petit peu, je ne sais plus l'expression là, dans un verre d'eau. Voilà, donc là, essayez de présenter des choses visuelles. Alors, ce qui est bien, c'est de faire un point sur ce qu'on s'est dit les dernières. Donc, évitez de faire les fameuses copies d'écran Excel, là, vous savez, les 25 lignes, les 30 lignes, etc. Essayez de présenter les choses un peu plus de manière synthétique. Moi, je vous le propose en 4 points. Ce qui a été fait, les dernières, on a dit qu'on a fait ça, on a fait ci, c'est dans la première colonne, bravo, ça a été fait. Ce qu'il reste à faire, c'est avancer, bien avancer. On n'a pas totalement fini, c'est dans cette deuxième colonne du nuage. Il nous reste des choses à faire, on le met là. Ce qu'il reste à faire, on est très en retard. Troisième colonne avec l'oral. Et la quatrième colonne qui est importante parce que toutes les organisations ne savent pas le faire, c'est de dire les dernières, on avait choisi une action, mais ce truc-là, franchement, ce n'est plus justifié, il n'y a plus d'intérêt, donc on le met dans la poubelle, comme on le fait en informatique, cette fameuse petite poubelle qui nous aide bien. Donc, sachez annuler des actions qui ne sont pas pertinentes. D'accord? Donc, perdez pas trop de temps sur cette météo voilà, de ce qui a été dit. Ce qu'il reste à faire qui est en retard ou très en retard, posez-vous la question aussi, est-ce que c'est encore pertinent de le faire? D'accord? Il y a des moments où il y a des choses dans l'absolu, tout est intéressant dans l'absolu, mais est-ce que c'est une priorité vraiment à court terme de se le remettre au menu pour l'année prochaine? D'accord? Donc ça, si c'est pas le cas là-dessus, en disant c'est pas le moment opportun de le faire, donc rebalayez
et repousser ce type d'action. Quelques procès. Donc, vous voyez, on s'était vu hier, la première partie, c'est court, hein, on va pas y passer trop de temps. Quelques conseils pratiques sur l'analyse et la revue du processus. Donc, le fameux SWOT que vous connaissez, alors ça peut être intéressant, comme je le disais, de le faire en séance, d'accord? Donc ça peut être important de se dire, allez, on se fait un SWOT en séance, voilà. Et alors là, c'est intéressant de le faire et de prévoir d'utiliser des outils digitaux qui permettent de le faire. Vous pouvez le faire à l'ancienne avec des post-it, etc. Et ce qui peut être aussi intéressant dans l'approche, c'est que moi, lorsque je vois des SWOT avec 15 lignes de force, 15 lignes de faiblesse, 20 lignes d'opportunité, 20 lignes de menace, on n'en fait rien parce que ça nous fait des trucs à 100 idées sur un même truc, c'est pas possible. Donc là, il faut créer de la contrainte. Ça, c'est important, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout peut paraître important, donc il faut sortir de l'important pour dire ce qui est essentiel. Donc si vous avez trop de propositions en force, en faiblesse, n'hésitez pas à voter, à faire un vote en séance pour dire ok, tout ce que vous m'avez dit, on critique pas, ça fait partie de nos forces, mais c'est quoi vraiment nos vraies forces, les points sur lesquels on est vraiment fiers sur l'année passée, ou quelles sont vraiment nos faiblesses sur l'année passée, et de les challenger. On n'en veut pas plus que 5, 6 ou 7, mais limité, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous avez trop de données, quand vous allez présenter ça en revue de direction, vous serez embêté à présenter toutes ces données. D'accord? Donc le but du jeu, c'est pas d'être exhaustif sur tout ce qui s'est passé, c'est de dire les trucs qui ont été essentiels. Donc forcez votre cerveau et mettez en place une organisation et un dispositif pour aller à l'essentiel. Et ça, c'est important. Et il n'y a pas d'essentiel s'il n'y a pas de contrainte. Donc imposez-vous cette contrainte. Donc vous pouvez faire ce SWOT classique, connu. On SWOT beaucoup aujourd'hui dans les organisations et parfois c'est vrai qu'on peut en avoir marre de SWOTer dans les organisations. Alors je vous propose, pour changer un peu du SWOT, d'avoir une approche, de ne pas dire les faiblesses, les menaces, tout ça, d'aller un peu plus sur les pépites et les cailloux. Donc ça serait un peu les pépites, c'est de changer aussi un peu de terminologie. Alors une pépite, c'est quoi? C'est nos plus belles victoires, c'est nos success stories, c'est nos plus belles avancées, c'est vraiment les projets réalisés. Voilà. Et ça peut être aussi, parce que ça, on le fait très peu, des résultats par rapport à un indicateur. On a souvent tendance, dans ce que je vois, de dire les indicateurs, c'est à part. C'est à côté, c'est après, c'est pas tout de suite, on ne parle pas des indicateurs tout de suite. Non, mais un beau, vous étiez à 80% de taux de service dans vos organisations, vous êtes arrivé à 90%, vous avez gagné 10% d'amélioration, vous êtes maintenant en phase avec l'objectif, et ça, d'atteindre cette valeur, c'est une pépite. D'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre les pépites comme ça sur des indicateurs qui se sont améliorés. Ce n'est pas à part dans sa tête, ce n'est pas plus loin dans la présentation. Et les cailloux, c'est un peu la même chose. Ce sont les irritants ou les échecs, c'est-à-dire ce sont encore les points qui font mal. Voilà. Donc, si vous en avez marre du SWOT, ça SWOT trop et vous avez envie de créer un peu une nouvelle approche, passez aux pépites et des cailloux. Ça change un peu la terminologie et ça permet de se limiter sur 2 principes au lieu de 4. Alors ça, on l'a vu, s'il y a une partie indicateur, c'est pareil, essayez de ne pas passer tous les mois en revue. Ce n'est pas le lieu de la revue de pilotage, c'est pour ça que la revue de processus, pardon, de passer en revue tous les mois, d'accord? Donc là, mettez juste une approche un peu macroscopique. Donc là, je vous ai pris une présentation qui peut être traditionnelle mais efficace, avec quel est l'indicateur, le pilote, la cible si elle existe, parce que tous les indicateurs n'ont pas l'obligation d'avoir la cible, de mettre des résultats N-2 et puis de l'année d'avant, donc de pouvoir comparer, de dire l'évaluation ou la tendance de l'indicateur, l'évaluation
hein. On peut avoir l'évaluation ou la tendance, à vous de voir, quelques commentaires et s'il y a des changements à mettre en œuvre. Donc ça, c'est une présentation traditionnelle et efficace sous forme en ligne, avec une lecture en ligne. Ce qui peut être intéressant, voilà. Aujourd'hui, on a de plus en plus de lectures sous forme de colonnes, hein, sur les actions, on appelle ça le Kanban, hein, d'avoir cette lecture plutôt verticale et de dire, bah voilà, on a des indicateurs en bonne santé avec 3 informations pour chaque indicateur, quel est le libellé de l'indicateur, le résultat et la cible si ça existe. Donc, on est d'accord, c'est moins complexe que ça, mais c'est plus synthétique. Donc, on les classe en trois domaines, hein. Ceux qui sont en bonne santé, voilà. Ceux qui sont en stagnation, légère dégradation, qui sont à surveiller, voilà, attention. Et puis ceux qui sont en souffrance ou à améliorer. Voilà. Donc là, vous pouvez faire aussi votre météo des indicateurs avec une présentation qui est assez synthétique des résultats. Voilà, ça permet d'aller à l'essentiel et de mettre assez facilement une quinzaine d'indicateurs sur un seul PowerPoint. Okay, donc tout ça, bien entendu, ça permet d'avoir une vision un petit peu globale là-dessus. Et après, ça peut permettre de faciliter la conversation. Ensuite, les risques. Alors ça, c'est vrai que les risques, euh, on les voit peu, hein, de manière très formelle sur la revue sur la revue de processus. On passe beaucoup de temps là-dessus, donc ça c'est rentré dans les mœurs. Les indicateurs, on passe beaucoup de temps, on aime bien là-dessus, mais sur les risques, alors force est de constater que ça c'est pas un sujet qui est trop développé lors des revues de processus. Donc là, je vous invite à passer un peu de temps en disant, ben, est-ce que le contexte a changé? Est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a des nouveaux risques qui sont apparus? Ou est-ce qu'il y a des risques qu'on avait cotés sans grands enjeux où il faut changer la cotation. Donc, je vous invite vraiment sur vos revues de processus de vous laisser un vrai temps un petit peu sur les risques et de mettre vraiment une animation. C'est sûr que si vous projetez, alors je ne sais pas comment chacun a sa propre approche hein, sur les risques, mais si vous projetez votre grille Excel, si vous faites des cotations là-dessus en revue de processus avec votre 50 lignes, ça ne va pas être un outil d'aide à la décision, hein, d'accord? Donc, il faut faire preuve un peu d'imagination en disant, ben, essayer de trouver une méthode hein, qui permette justement de remettre ce sujet des risques vraiment dans la revue de processus pour vraiment challenger la petite grille qui existe, qui peut être Excel ou sous d'autres formes, mais je sais qu'il y a beaucoup de risques qui sont sous forme Excel dans les organisations là-dessus. Ou même titre, parfois, d'autres organisations utilisent dans le SWOT hein, la notion de faiblesse ou de menace en disant les risques sont là. Il est important de bien rechallenger là pour dire est-ce qu'il y a des nouveaux risques, est-ce qu'il y a des risques qu'il faut modifier en termes de cotation. On les avait trouvés légers, maintenant ils sont plutôt lourds, au contraire, ils étaient plutôt lourds, maintenant on a bien travaillé, ils sont plus légers, ou est-ce qu'il y en a qui sont à supprimer, qui sont désormais sous contrôle. Voilà. Hop, bon, ça je. Ensuite, il peut être important d'avoir une approche aussi au niveau de la documentation. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, ben, ça peut être fait par contre lors de la phase préparation sur la carte d'identité, hein, sur votre fiche descriptive. Ben, il faut se créer une routine de mise à jour. Donc, ça peut être fait assez facilement pour la fiche descriptive de process. Est-ce qu'il y a des éléments, mais il faut s'obliger à la mettre à jour ben, ou en tous les cas de regarder qu'elle est toujours adaptée. Après, sur les autres documents, hein, c'est-à-dire toutes les procédures ou autres documentations du process, c'est sûr que là, c'est pas en revue de processus que vous allez faire cette revue. Voilà. Mais en tous les cas, ça peut être un jalon pour se dire est-ce que toute notre documentation est bien à jour et de pouvoir regarder ce point-là. Ça donne un point de rendez-vous annuel. En tous les cas, c'est un sujet qui peut être intéressant d'intégrer pendant cette revue de processus.
Alors, quelques conseils pratiques et de quoi sera fait demain. Donc voilà, donc la revue, je vous ai présenté un certain nombre d'éléments pour faire votre revue, d'accord? Donc c'est le cœur du dispositif là-dessus. Donc passez du temps sur cette démarche d'analyse pour en tirer des conclusions. Voilà. Alors j'avais fait un post sur la matrice ERAC. Donc c'est une matrice qui s'inspire plutôt de la stratégie, mais moi j'aime bien chercher des idées ailleurs pour m'inspirer et l'intégrer dans un système de management. Donc ERAC, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir une réflexion en 4 niveaux: exclure, renforcer, atténuer et créer. Donc je vais passer en revue cette matrice. Donc, contrairement à un SWOT, la réflexion ERAC n'est pas neutre. N'est pas neutre, ça veut dire quoi? C'est qu'elle pousse à l'action. Quand on fait un SWOT, voilà nos plus, voilà nos faiblesses, voilà, etc. Nos risques, quoi, voilà. Tous ces éléments, je balance un petit peu là-dessus. Non, l'ERAC, elle a l'avantage, c'est pour ça que je l'ai mis plus en données de sortie, de dire quels sont les éléments qu'on doit exclure. Donc, on a un verbe qu'on doit renforcer, qu'on doit atténuer. Donc là, on n'est plus dans le brainstorming de je lance des idées, on est dans une logique d'action. Donc ça, c'est intéressant. Donc pour exclure, exclure dans le processus, il faut avoir du courage, car supprimer n'est jamais facile. Donc là, à un moment donné, on peut très bien dire, je sais pas, tel document ou tel fichier Excel qu'on utilisait ou telle réunion qu'on fait où les gens sont qui apportent plus vraiment de valeur ajoutée, il faut qu'on l'arrête. D'accord? Donc, c'est une approche un peu radicale, je vous le concept, mais on se pose même pas la question de l'atténuer. Par exemple, si je prends la réunion en se disant, bon, on la faisait tous les mois, on peut peut-être la faire tous les trimestres. Ça, c'est un autre exemple. Non, on dit, cette réunion, elle apporte pas vraiment de valeur ajoutée, on la supprime. Donc ça, c'est compliqué à faire, hein. C'est un peu comme dans une démarche 5e. Supprimer, c'est toujours compliqué. Atténuer, c'est plus simple pour le cerveau. C'est de dire, si je reprends mon exemple, on la faisait tous les 3 mois, bon, on va la faire tous les 6 mois. Ouf, on est rassuré, elle est maintenue cette réunion. Supprimer, c'est compliqué. Mais il y a des moments, il faut avoir le courage de le faire. C'est un petit peu radical, mais parfois c'est nécessaire parce que ça ne sert à rien. Là, je vous inspire à avoir une philosophie lean, ce qui est inutile. Il ne faut pas s'entêter à le faire. Si c'est inutile, il faut avoir le courage de le supprimer parce que ça n'apporte pas de valeur ajoutée. D'accord? Donc, dans toute organisation, il y a des choses qu'on a fait à un moment donné parce que c'était nécessaire, on n'a pas fait pour se faire plaisir. Et puis, avec du recul, on s'aperçoit que ça ne sert à plus rien. Donc, si ça ne sert à plus rien, il faut aller plus loin que l'atténuer, il faut le supprimer. Alors, point suivant. Hop. Donc, renforcer, c'est de rendre les choses plus performantes, c'est-à-dire de les rendre plus robustes. Ça, c'est un terme qu'il faut intégrer, j'allais dire, dans votre vocabulaire, rendre les choses plus robustes, c'est-à-dire d'avoir des processus robustes, d'avoir des activités au sein des processus robustes, c'est-à-dire que qu'il pleuve, hein, si je fais l'analogie avec la météo, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse soleil, notre processus, il est robuste, il est capable de résister à tout ça. Et ça veut dire que quand on fait une matrice ERAC, on a peut-être des moments où vous avez besoin de renforcer les choses, c'est-à-dire de les rendre beaucoup plus robustes. D'accord? Donc ça peut être intéressant, c'est de dire, au contraire, là, on a une défaillance, hein, il faudra vraiment qu'on arrive à faire ça, etc., etc. Donc là, c'est rajouter des choses dans votre process. Atténuer, j'en ai parlé. Donc atténuer dans un langage un peu plus courant, on pourrait dire simplifier, hein. Donc c'est de dire, là, on est allé un peu loin, c'est un peu lourd. C'est l'exemple que je donnais, on fait une revue tous les 3 mois ou tous les mois, ça serait peut-être bien de la faire tous les trimestres, ça peut être intéressant. Ça veut dire que le postulat de départ, c'est que cette réunion, elle est importante, mais c'est notre fréquence qui est trop importante. Il faut simplifier, d'accord? C'est les fameux, vous savez, fichiers Excel avec les multitudes de colonnes, parce que dès qu'on est sur Excel, on adore faire des multitudes de colonnes parce que
c'est infini avec Excel de pouvoir mettre des informations, sauf qu'après, il y a des gens qui doivent compléter ces colonnes si on veut que ça soit pertinent. D'accord? Donc, c'est peut-être là l'idée de se dire, bah, supprimons les colonnes inutiles, supprimons ce qui ne sert à rien. Parce qu'il vaut mieux pas avoir la colonne qu'avoir une colonne que personne remplit. Parce que intellectuellement, vous venez me brouiller encore l'esprit. Parce que chaque fois que je vois la colonne, oh, ben, je vois un titre, donc je me pose des questions. C'est de la surcharge. D'accord? Donc, supprimons tout, allégeons tout ce qui peut être surcharge par rapport à ça. Donc, dans cet exemple-là, votre fichier Excel, il est encore justifié, mais beaucoup trop lourd. Créer, c'est-à-dire ben, on n'y avait pas pensé, il n'y a rien. Il nous manque vraiment quelque chose par rapport à ça et il faut mettre en place de nouvelles choses là-dessus. Il nous manque vraiment un comité achat. Je prends cet exemple parce que chacun fait son évaluation dans son coin, on n'a aucune synthèse, on ne voit pas. Il nous manque quelque chose, il faut créer quelque chose dans notre processus. Voilà. Donc là, je voyais, je vous prenais un exemple sur un process type amélioration continue. Il faut exclure un certain nombre de choses, il faut renforcer un certain nombre de choses, il faut atténuer dans le sens simplifier un certain nombre de choses et il faut créer. Donc dans cet exemple-là, j'ai pu remplir toutes les cases. Dans la vraie vie, il y a peut-être des choses où la case renforcer ou créer ou exclure, atténuer pourra être vide, hein, d'accord? Mais ça vous force vraiment à définir des choses essentielles par rapport à ces 4 sujets. Une autre donnée de sortie du process, et là je reviens à ma introduction, si on dit que un processus doit être performant, c'est de challenger sur quels sont les enjeux de performance du processus, hein. Donc ça peut être intéressant, c'est de dire nos enjeux l'année prochaine de performance de processus, eh ben, il peut avoir des enjeux économiques, satisfaction client, environnementale, sociale. Voilà, c'est déterminer les enjeux du processus, c'est-à-dire que ça pourra servir de base à l'élaboration d'un plan d'action ou d'un plan d'amélioration. Donc ça, c'est une réflexion qui peut être intéressante, c'est de dire bah, vraiment quels sont nos enjeux l'année prochaine pour ce processus, c'est-à-dire les choses qu'on ne doit pas louper. Et ça, ces enjeux, ça peut être intéressant de travailler là-dessus pour définir votre plan d'action comme donnée de sortie du process pour éviter d'avoir des actions tout azimut. Voilà. Donc les actions prioritaires aussi, ça, je vous invite à avoir une réflexion. Alors moi, j'aime bien le trimestre, mais c'est de se dire, au lieu de mettre des dates, le 27 mars, le 15 février, qui en correspondent à rien, faites-vous des jalons trimestriels, quoi. Faites-vous une planification au trimestre ou voire même au semestre. Si je reprends, vous savez, on en a parlé en début de ma présentation, je vous ai dit, vous pouvez faire une revue donc annuelle, votre opération montgolfière de votre revue de processus, et puis faire une revue de suivi. Donc, si votre revue de suivi est trimestrielle, eh ben, dites à vos pilotes, dites aux participants, ben, on se fait ici, on planifie toutes les actions qui doivent être réalisées pour le semestre 1 et toutes les actions qui doivent être réalisées pour le semestre 2. Et comme ça, cette planification sous forme de jalons, ça vous simplifie une revue de jalons. D'accord? Donc, si vous mettez au trimestre, eh ben, tous les trimestres, faites-vous votre revue de jalons trimestriels. Si vous le mettez au semestre, faites une revue de jalons semestrielle. Ça simplifie grandement les choses. Voilà. Et puis, quand vous terminez votre revue de processus, faites une phase de déclusion. Ne laissez pas partir les gens là-dessus. Posez-leur une petite question du style qu'ai-je appris aujourd'hui, un peu sous forme de rapport, d'étonnement, c'est-à-dire qu'avez-vous apprécié, quels sont les éléments qui vous ont marqué, quels sont les éléments qui vous ont intéressé. Là, ça permet vraiment d'avoir un retour, d'avoir un feedback, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de quitter, de laisser une revue les gens sans savoir ce qu'ils ont pensé, si ce n'est uniquement leur niveau de participation.
Donc c'est sûr que s'ils étaient tous derrière leur ordi à travailler sur autre chose, là, vous pouvez dire, bah, ils n'ont pas appris grand-chose et vous pensez qu'ils n'ont pas été forcément satisfaits. Et vous pouvez même prévoir une petite rapide évaluation de la satisfaction. Puisque ce qui est intéressant, et là je reviens au début de ma présentation, ce n'est pas une réunion obligatoire, c'est une réunion qui doit apporter de la valeur ajoutée. Donc si vous êtes le seul satisfait ou la seule satisfaite de cette revue de processus, posez-vous la question de l'intérêt de ça. D'accord? Donc, il est important de faire preuve d'empathie. On ne fait pas une revue de processus pour soi, on fait une revue de processus pour les autres, pour l'organisation. Vous êtes un contributeur par rapport à ce schéma-là. Et ça doit vous permettre d'améliorer le fonctionnement de votre organisation par une approche, par les processus. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée.